Bon, Quentin, le Canada, c'est mieux avec ou sans valise? Trop aimable. Je pense que ça peut être une opportunité. En vrai de vrai, au début, je voyais vraiment le mal. On m'a dit, t'inquiète pas, elle va arriver dans 2 jours, ta valise. Pas de souci, elle a pas suivi. Ok, moi je mets un AirTag dedans, je me rends compte que 2 jours plus tard, elle est en Afrique. Il y a une petite déviation qui s'est passée au passage qui n'était pas prévue. Mais je pense que c'est une opportunité. Ça te donne l'opportunité de refaire du shopping. Tu rachètes des trucs que t'allais peut-être pas acheter au départ. Et c'est supposé tout payer par la airline. Donc dans le fond, c'est pas mal. T'as bossé ton lâcher-prise, là, je crois, du coup. Ouais. Pour les auditeurs, du coup, Ouais. Quentin, t'es arrivé au Canada pour les vacances. Mm. Et malheureusement, il y a eu une petite valise qui s'est perdue en route, quoi. Ouais, un Qui s'est accro perdu au en premier jour. Ouais. Ouais. Écoute, ça va nous donner l'occasion de parler pas mal de choses, Quentin, si tu veux bien. J'ai prévu genre 3 grandes parties. Première partie sur ta spécialité, l'expatriation, l'étranger, tout ça, Mhm. tout ça. Deuxième partie sur le training, Ouais. notamment l'entraînement fonctionnel, la musculation C'est fonctionnelle. dur à définir en vrai. Ouais, J'ai comme du à mal l'époque. aujourd'hui. C'est C'est compliqué. chaud, mais ça J'ai envie devient- de sortir de ce milieu. T'étais un peu précurseur parce que tu J'étais vois, très genre, précurseur. Ouais. aujourd'hui c'est normal, tu vois. Ivory Ouais. Training, c'est en mode tout le monde parle de ça, quoi. Et dernière partie, on parlera, je pense, de partie business. Mhm. On pourra creuser sur tout ça, développement de ton média, Bien de ta marque aussi. Tout ça, quoi. C'était chaud. Plaisir. Complètement. Et Aligné. bah, Let's go. on va pouvoir attaquer. Et si tu le veux bien, avant de commencer, je vais te poser une première question. Qu'est-ce que c'est pour toi la performance? Oh ah, ça, c'est les mots compliqués, ça. Hein. La performance. À toi de jouer. En vrai, bah, la perf, je pense que déjà, à la fois, c'est subjectif, parce que chacun a sa performance complètement différente. Mais dans quel sens tu dis le développement de la performance? Quel est le cadre autour de c'est quoi? Est-ce que c'est juste c'est quoi pour toi la performance ou est-ce que tu peux aller plus loin que ça? C'est quoi pour toi la performance et c'est quoi performer? En gros, c'est vraiment toi qui définis un peu le terme du sujet, tu vois. Performer, à l'heure actuelle, moi, ça connote plus avec le sport, parce que je pense que ça a toujours été ma ligne directrice depuis que je suis petit. Ouais. Et pour moi, je n'ai jamais pensé même à performer mentalement, à me dire, ouais, je vais être un entrepreneur performant. C'est vrai que c'est pas un domaine où... Enfin, c'est pas un mot que j'aurais rattaché à ça. Pourtant, je pense que ça peut l'être. Mais pour moi, ça a toujours été dans le gym, t'es performant. Et ça a été un peu mon fer de lance pendant longtemps, de se dire, OK, tu t'entraînes de cette manière-là pour avoir un corps qui est aussi performant, efficient, etc. Mhm. Et je pense que pour moi, ouais, c'est lié au sport. C'est la manière de se dépasser, d'aller au-delà, d'exploiter ton potentiel au maximum, Ok. tel qu'il soit, avec ou sans aide. Mais je pense que c'est ça. Ok, intéressant. Intéressant parce que du coup, ce que j'aime bien avec ton profil, c'est un peu dans le même genre que moi, c'est que tu croises pas mal de trucs, notamment le business, le sport, etc. Et en fait, je trouve que tu as ton branding qui est vachement axé sur justement la performance sur le sport, mais sur le business, pas trop en fait, où tu es plutôt un défenseur dans les interviews ou dans tes podcasts, du coup, on pourra en parler, Ouais. mais d'un défenseur d'un juste milieu en fait, où Mm. tu te suffis à, tu vois, une équation où genre, t'as pas besoin de générer des milliards et des milliards d'euros pour Ouais. être all good pour toi. Et Ouais. ça, je trouve ça intéressant, si tu veux peut-être revenir là-dessus. Ouais. Dans le business, en fait, quand tu travailles pour toi, il y a une notion qui est différente dans le sens où il n'y a pas de limite. Tu signes pas un 35 heures. C'est pas tu travailles 35, 40, 50 heures ou autre. C'est tu es libre d'en faire 200 si tu veux, même si on a 168 dans une semaine, je crois. Et, ou pas. Alors, au début, tu fais énormément, et tu te rends compte que petit à petit, bah, t'es pas. Là, c'est le terme efficient. Tu peux travailler, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont te dire je travaille 12 heures par jour, c'est pour bien paraître. Ouais. Et je me suis vite aperçu, que c'était pas vrai, parce que si tu le fais, tu burn out déjà et t'es pas efficient sur ces 10, 12, 15 heures. Ouais. Rapidement, tu te rends compte qu'il y a ce qu'on appelle le deep work, où tu peux faire des séances de 2 à 4 heures et défoncer un max de taf sans pour autant avoir besoin de refaire encore 6 heures de plus. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je suis plus dans le travail smart, plutôt de se dire, essaye de tabler des objectifs journaliers, de te dire, aujourd'hui, tacle cette tâche ou ces 2 ou 3 tâches, mais établis ce que tu veux accomplir sur une semaine, parce que si tu le fais, tu vises pour le faire en une journée, ça va pas marcher. Tu vas péter une pile, tu vas burn out, et pour avoir fait, je pense pas avoir fait des vrais burn out, mais je pense en avoir été relativement proche, c'est là où je me suis dit, attends, il y a aussi la vie à vivre, et ce serait dommage que de cramer mes années où t'es jeune, t'es beau, tu fais ça, tu t'amuses, à faire le mec qui hustle 24/24, tu vois. Ouais.
Justement, on peut tirer un peu la ficelle avant de passer au premier sujet, mais comment toi tu te dis, ok, aujourd'hui, ça y est, j'ai assez bossé, j'ai bossé de manière smart, et Ouais, ça suffit en fait. Parce que le piège que je vois tout le temps sur le terrain, c'est quand tu es à ton compte, quand tu crées ta société, etc. Bah, en fait, c'est ton truc à toi, et donc ouais, en fait, t'es jamais off, vraiment. Tu t'es vois, t'es jamais. toujours connecté. Comment tu fais pour gérer ce truc-là, tu vois, où tu te dis, bah, il faut qu'à un moment donné, je déconnecte, sinon je vais me barrer. En vrai, tu le gères pas vraiment, dans le sens où je suis supposé être en vacances, je le suis pas. Ouais, Et je vois souvent des entrepreneurs qui disent ah, première fois que je prends des vacances, machin, en 4000 ans. C'est vrai qu'on est entre les deux et c'est difficile de nous qualifier parce que réellement, je me rends compte que j'ai en fait pas pris de vacances depuis 7 ou 8 ans, mhm, mais j'ai quand même vécu des vacances à travers mon travail. J'essaye d'être entre les deux parce que les gens de l'extérieur, ils perçoivent que tu es tout le temps en vacances. Ils doivent partir un mois au Canada, ils sont genre, ah le mec. ouais, Mais en fait, il n'y a pas un jour où je travaille pas. Et du coup, tu jamais en vacances, que tu déconnectes réellement jamais. Et c'est un peu ça qui est compliqué. Moi, j'aime bien me dire, surtout quand je vis avec une structure en Espagne, en l'occurrence, quand je vis au jour le jour, c'est de stopper à une certaine heure, peu importe ce qui a été accompli. Cependant, je vais quand même essayer d'accomplir une ou deux grosses tâches. Déjà, tu as toujours les importants, les urgents, etc. mm, À travers Sync, c'est souvent très important, c'est toujours ma priorité. ok, Le reste vient après. Par exemple, un post sur les réseaux sociaux, si je ne l'ai pas fait, je m'en bats les couilles. ok. Ça pour moi, c'est pas important ni urgent. On Il avait cru faudrait un petit comprendre. peu, mais les réseaux sociaux, réellement, long terme, moi j'ai envie d'en sortir. Ouais. Parce que je vais dire on peut crisser. Mm, T'es un peu la pute des réseaux sociaux. ouais. T'alimentes tous les jours, t'alimentes. Et dès que t'es pas dessus, tu développes un certain FOMO, c'est le fear of missing out. Et c'est horrible. C'est des sensations que moi j'aime pas. Et je me dis, en fait, je suis vachement plus heureux en dehors de ça. Je vais peut-être déborder sur des questions que potentiellement t'aurais après. Donc je vais T'inquiète. m'arrêter là. Non, c'est cool, t'inquiète. Mais Ouais. généralement, je complète les plus gros trucs qui sont les plus urgents Ouais. à faire. Et arriver à une certaine heure, si je dois déborder un petit peu, je déborde un petit peu. Si je peux me permettre de ne pas déborder, c'est cool. Généralement, mon stop, c'est quand je prends mon premier repas de la journée qui va être autour de 13 heures. Je vais arrêter de bosser vers 14-ish quand je travaille pour moi et que je commence tôt. Donc, en fait, je vais travailler réellement 5 à 6 heures par jour, je pense, en étant réel. Ouais. Et après, je vais au gym. Et après, c'est fini, en fait. T'as plus de jus de cerveau. Ouais. Tu rentres le soir, tu vas peut-être faire 2-3 petites tâches, mais qui ne demandent pas trop. Puis après, tu te déconnectes complètement, en fait. Là, Tu tu vas mets au gym. PlayStation. Et Ouais. puis après, Tu vas au gym et tu vas quand même te filmer un petit peu. en plus, à la bah story, voilà, tu vois. t'es C'est le toujours bonus. dans le taf. Et c'est vrai que c'est devenu une habitude, Ouais. mais pour quelqu'un d'extérieur, c'est pas du tout naturel. Mm, mm. C'est que là, maintenant, j'ai mon trépied tout le temps avec moi. Ouais. Avant, j'emmenais la caméra avec moi, mais ça, c'est devenu too C'est pas much. cool, Et ouais. c'est tellement gros que ça fait de la friction. Ouais, je suis Donc, d'accord. si tu achètes beaucoup de matériel pour te filmer en disant, moi, je veux faire de la qualité, parce que les gens, généralement, c'est un peu le frein. C'est, je le fais pas parce que je pense que je vais pas à la hauteur, parce que moi, je veux faire de la qualité. Ouais. Mais quand tu as compris qu'un iPhone, c'était de la quali déjà, Ouais, de ouf. tu as ton iPhone, tu l'as tout le temps avec toi. Si tu as un trépied, moi, je l'ai pas là, mais c'est un sabre laser, le bordel. Il est grand Mhm. comme ça. Tu appuies dessus, ça fait un machin d'1m50. Mm. Et pour le coup, ça, je l'ai tout le temps avec moi. Donc, Ouais. je suis tranquille et c'est facile de faire de la story. Mais c'est une contrainte aussi. Ouais. Tu te dis, je dois le faire. Hier soir, on était au gym avec Schwarzy et avec un gars du Hybrid Pump, en plus un pote, un membre qui habite à Montréal. Ouais. Du coup, j'ai dit, viens, on va faire une séance ensemble. Bah, j'ai sorti la cam et j'ai filmé, machin, et ça Ouais. me fait chier, mais C'est cool. c'est le jeu. Mais ouais, ça fait partie du game. Juste peut-être avant d'attaquer avec l'expat et l'étranger, aujourd'hui, concrètement, tu as quoi comme activité? Parce que tu fais plein de trucs et je suis Ouais. pas sûr que ce soit hyper clair pour tout le monde. C'est absolument pas clair pour tout le monde, ni pour moi. Hein. C'est cool. En Merci fait, de me reconnaître. je pense que quand tu as cet esprit entrepreneurial, tu as envie de tout faire. Ouais, T'as c'est tout le temps des nouvelles idées, tu veux te jeter sur des nouveaux trucs et tu fais ah ça c'est cool, ça tu sais Ouais. tu prends des dopamine rush et t'es oh, ça m'excite ce truc, trop bien. complètement. Et petit à petit là j'essaye d'arrêter Ouais. quelques trucs pour pouvoir focaliser vraiment parce que quand on a commencé Sync avec mon pote en 2017, j'avais que ça au départ. Et c'était un énorme projet et ça l'est toujours et c'est un truc avec un potentiel énorme. Enfin ça commence à vraiment prendre de l'ampleur et ça devient compliqué à gérer. Parce que tu te fais attaquer de tous les coins parce que les gens savent pas comment ça se passe réellement à l'intérieur. Toi t'es là oh mais laissez-moi. C'est Ouais. dur d'être carapace quand tu reçois des Bien critiques sûr, parce que tu fais le mieux possible mais eux ils voient pas et tu te fais déglingue et du coup j'avais besoin d'un échappatoire. Et c'est à l'époque, je faisais des programmes fitness, hybrid training, tu vois, en 2017. Déjà, mon tout premier programme, il s'appelait The Hybrid. Et j'avais sorti en anglais et en français, même si je n'avais pas d'audience anglaise. Mais je rentrais de l'étranger, du coup, je trouvais que ça faisait sens, même si j'en ai vendu un. Et, énorme. et ça me prenait du temps aussi, mais vu que Sync était toujours une priorité, à côté, ça se développait pas très vite.
Je suis monté un petit peu sur les réseaux sociaux à cette époque-là parce que le but était de networker fort avec les influenceurs pour pouvoir avoir des ambassadeurs pour la marque. Ah, stylé, ok. Et du coup, je bénéficiais. C'est comme ça que je suis devenu pote avec plus ou moins tout le monde sur le milieu. Ok. Il y en a certains que je connais pas, mais pas mal de grands, entre guillemets, je les connais grâce à ça. Ok. Et c'est devenu des potes et c'est cool. Sauf que eux, ils sont connus, toi, tu ne l'es pas, en fait. Mais quand tu parles avec eux, bah, t'es pareil. Tu te rends compte que les numéros sont juste des numéros. Ouais. Mais du coup, bah, ça t'amène à... Tu les vois faire. Donc, tu te dis, ah ouais, moi aussi, j'ai envie de un peu faire partie de ce monde. Ouais, c'est C'est clair. à ton ego qui te dit, j'aimerais bien 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est devenu la nouvelle monnaie, le nouveau statut. Ouais. Et quand tu as beaucoup d'abonnés, tu es plus crédible. Et c'est une tristesse, mais c'est comme ça. En vrai, je pense que les abonnés devraient être cachés. Tu vois, tu devrais pas les voir. Tu devrais suivre un profil parce qu'il te plaît. Ah, c'est stylé. Pas ça. basé sur son nombre d'abonnés. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Tu tombes Ouais, sur un complètement. profil, tu regardes, tu juges déjà au nombre d'abonnés, Mhm. et tu te dis, ah ok, je vais regarder. Si tu vois pas le numéro, tu vas t'y intéresser de la même manière. Et tu n'auras pas de jugement. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ouais, j'avoue, c'est une bonne idée. Mais c'est pas le cas. On est dans une vanity metrics aujourd'hui, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Et du coup, bah, j'ai essayé tant bien que mal de maintenir les deux. Et ça a été un combat depuis longtemps. Parce que aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je ferais uniquement Sync et que je mettrais toute mon attention dessus. Et je pense que ça aurait aidé. Ok. Et plutôt que de partir un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, tu vois, quand j'ai ouvert après mon training club, j'ai voulu faire ci. Après, j'étais fired up. J'ai dit, ah, je vais faire autre chose. Enfin, toujours en gardant ça en centre, mais j'avais envie de faire des déclinaisons. Déjà, au début, je voulais une plateforme, parce que moi, j'ai toujours été intéressé par la qualité du service que tu délivres. Ouais. Et tu as beaucoup de coachs qui, je dirais pas s'en foutent, mais pour eux, c'est OK. Ils arrivent à délivrer des bons services, mais à travers des outils de merde. Et moi, j'étais passionné par les outils que tu pouvais utiliser. Et très vite, j'ai testé plein de plateformes. J'étais un des premiers à utiliser Teachable Ok. sur mes programmes, et c'était en 2017, quoi. Et personne en France connaissait ça, et c'était des plateformes qui ne traduisaient même pas en français. Du coup, pour les clients, par voix, c'était pas ouf. Ouais. Après, je suis passé par... j'ai fait Podia, ou est-ce que j'ai fait autre chose entre les deux? Je sais plus. J'ai fait School, j'ai fait Circle, j'en ai fait plein. Et je me disais, putain, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Sauf que j'aurais dû... C'est pas j'aurais dû, mais j'aurais pu me focaliser sur mes clients et dire, ah, mais tant que le service est bien délivré, tout baigne. Ouais. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui était, je veux qu'ils aient une expérience que personne d'autre peut leur donner. J'étais tellement passionné par ma philosophie de l'entraînement, et puis je pense un énorme syndrome de l'imposteur, qui voulait absolument surperformer Ouais. en leur donnant un truc de malade. Over deliver. Voilà, c'est ça. Alors qu'un programme PDF, bah, y en a encore qui en vendent Ouais, de et ouf. ça marche. Mais je me sentirais pas bien Ouais, que je de vendre des PDF. Mais c'est moi. C'est pas la norme. On peut continuer là-dessus Mhm. si tu veux. Genre, comment. Déjà, vis-à-vis de tes associés, ça m'intéresse de comprendre. Est-ce que le deal était très clair dès le début, que tu avais ça en parallèle et que c'était totalement OK. Ouais. Et en parallèle de ça, c'est genre comment est-ce que tu as géré la gestion de ton média en Ouais. parallèle du développement de ton activité business, tu vois. C'est hyper compliqué Très de faire dur. les deux Très en même dur. temps, hein. Très, très dur. C'est pour ça que je peux pas être assidu non plus sur le développement de Ouais. contenu sur ma plateforme. Mhm. Et j'en ai même plus l'envie aujourd'hui. Parce Ok. que ça fait tellement longtemps, mine de rien, j'ai 34 piges et j'ai commencé les réseaux sociaux à 26. Ouais. Quand j'étais à Londres encore, c'est un mec qui s'appelle Iman Gadzi, que tout le monde connaît. Bien Et sûr. c'était mon pote à l'époque. Je traînais avec lui à Londres avant qu'il soit connu. Il avait pas une thune. Ok. Il avait 10 ans de moins que moi, en fait. Il est de 2000. Moi, je suis de 90. Et il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Moi, j'avais 26 ans. Et on s'est rencontrés. Et on est devenus potes très vite. Moi, je l'entraînais. Lui, il me faisait du contenu. Il me faisait des vidéos, des trucs et tout. Ok. Bon, maintenant, la plupart des gens le connaissent. Hein, c'est Ouais. genre, ouais, Iman, moi, c'était mon pote. Maintenant, il m'a ghosté. Mais écoute, je comprends. Et quand on pèse plusieurs dizaines de millions. Et c'est lui qui m'a mis dedans. Il m'a dit, ah, tu pourrais être le prochain Steve Cook et tout, machin. Let's Tu sais, il go. t'a chauffé, parce que Steve Cook, ça a toujours été un peu mon modèle. Ok. Et T'as suivi maintenant à quoi ressemble ou pas? ouais, bien sûr. Ouais, il a arrêté les stéros, du coup, il a mon physique, quoi. Maintenant, ça fait plaisir. Ouais, il est humain, quoi. Il est humain. Et en fait, je suis arrivé. Sync, c'était l'idée de mon pote. Donc, Ouais. c'était pas mon idée. Ok. Moi, j'ai toujours été un peu son second. Et c'était OK. Parce que moi, il m'a demandé de m'associer avec lui. J'avais déjà ces prémices de business, réseaux sociaux. Mhm. Donc, je lui ai toujours dit, pour moi, c'est ce que j'aimerais faire. Moi, j'aimerais pas avoir une vie 9 to 5. J'aurais toujours cette envie de voyager. Et pour lui, c'était très clair et c'était OK. Sauf que entre la théorie et la pratique, c'est un peu différent. J'ai vite compris que ça le dérangeait. Et je pense que lui, ça le faisait chier que ça le dérange. Ok. Tu vois, dans le fond, il pensait qu'il n'y aurait pas de souci. Je pense Mhm. qu'il était très honnête en me disant, il n'y a pas de souci, tu fais ce que tu veux à côté. Mais c'est devenu un frein. Parce que lui, il était 100% dedans. Ouais. Et moi, il voyait que j'étais genre 75%. Tu vois, j'essayais de tirer un peu à côté. Et je comprends aussi la frustration, tu vois. Ouais.
Aujourd'hui, c'est relativement clair. Moi, j'ai dit clairement, je suis plus qu'à 50%, et c'est OK. Ok. Donc après, je suis payé en conséquence, il est payé en conséquence, il a plus de responsabilités, et c'est complètement OK. Ok. J'essaie d'être là au maximum. Cependant, même si c'est 50%, au niveau priorité, ce sera toujours au-dessus. Ouais, ok, je comprends. Parce que c'est le truc sur lequel tu capitalises et que tu grossis, qui a beaucoup plus de potentiel aussi. Ouais. Et c'est un truc qu'on a monté, et j'ai pas envie de le laisser tomber à la fois. Ouais. Donc mes efforts ont toujours été d'abord là-dessus avant le reste. Ce qui fait Ok. que j'ai jamais pu vraiment développer mon side business, en fait. Ok, je comprends. Et ça a toujours mis des bâtons dans les roues parce que petit à petit, j'essayais de faire du contenu. Je faisais du YouTube, du Ouais, podcast, plein de trucs, ouais. des réels, des trucs. Et en fait, tu te sens submergé parce que tu veux trop faire. C'est ça. Du coup, là, tu vois, en gros learning que j'ai, et ça, je l'avais vu avec la boîte sur laquelle on s'est rencontrés, ma Feedbox, du coup, c'est, tu vois, Ah il oui, faut exact. être hyper clair sur le démarrage d'une entreprise. Genre, quel est le niveau d'investissement que chacun doit définir, parce que sinon, c'est toujours source de frustration, et on l'avait vécu exactement dans la même manière. Genre, tu vois, quand il y en a un qui se retire de la boîte, comment ça se passe? Ouais. Au bout de combien de temps, s'il fait rien, tu vois, il a, je sais pas, 50% de la boîte, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Du jour au lendemain, il fait rien, tu vois, faut être hyper protégé avec ça, et ça, c'est hyper important. J'ai loupé ma deuxième question, mais si tu veux. Nous, l'avantage, si tu veux, là-dedans, c'est que j'ai quand même mis tout mon argent dedans. Ouais, Tout ce que j'avais à l'époque, Ok. dont de l'argent qui était prêté. all-in, quoi. Je me suis Zéro mis all-in. Donc, diversification. même si j'essayais de créer une espèce de side business, je pense que Ouais. c'était pour avoir la reconnaissance aussi, parce que les réseaux sociaux, Ouais. j'avais fait des études dans le fitness, des trucs de l'expérience aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Quand je suis arrivé sur le marché français, je me suis dit, faut un peu qu'on me hype, tu vois. Ouais. Je me suis dit, j'ai beaucoup à apporter, soutenez-moi. Et je pense que c'était de la vanité, en fait. Et je côtoyais beaucoup de gens très connus qui m'ont aidé à monter un petit peu. Ça n'a jamais explosé, mais ça a monté un petit peu. Ça m'a donné une certaine crédibilité. Ouais. Mais vu que Sync a toujours été la prio, c'était vraiment side, quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, en fait, la dernière question que j'avais, que j'ai retrouvée, c'est quand tu vas sur d'autres projets, de lancer ton app, etc., est-ce que c'est pour te nourrir intellectuellement? En fait, c'est quoi? La question, c'est quoi qui te motive à faire ça? Parce Ouais. que tu pourrais, tu vois, être chill, faire ton petit sport, enfin, petit entre guillemets, parce Ouais. que t'es une machine de guerre, mais J'étais. faire ton. La ton hernie sport. m'a pas aidé. Ouais, mais et les côtes aussi, enfin voilà, Ouh. pas mal de petits pets, hein. J'ai hésité à commencer l'épisode avec du Football coup, le américain. football, c'est mieux avec ou sur les côtes? J'ai arrêté le foot américain, du coup. Tu m'étonnes. Et du coup, tu vois, c'est quoi? C'est la curiosité intellectuelle, c'est l'envie de faire plein de trucs. Ouais. Qu'est-ce qui te chauffe? Stimulation. Et en Ouais. fait, c'est des passionnés par des trucs. Passionnés par des outils. Quand je me Obsédé sers presque. quand je me sers d'outils informatiques que vraiment j'apprécie, je me dis c'est trop cool. Ouais. J'ai envie d'avoir le mien. Ok. Et et en fait, quand j'ai fait mon app, c'est que j'ai essayé toutes les applis possibles. Ok. Et je me suis dit, il y en a des biens, c'est très bien. Mais pour ce que je veux, moi, c'est pas suffisant. Et non. Et j'avais tout testé. Et c'est hyper c'est source de grande frustration, mais peut-être encore plus pour mes clients. Et je remercie ceux qui m'ont suivi toutes ces années, parce qu'il y en a qui sont toujours là après toutes C'est ces années, et qui aiment justement cette détermination qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, Ouais. et qui en tirent aussi de l'inspiration, parce que j'essaye de les aider sur un autre plan que uniquement le fitness. Et ces gens apprécient, et j'en suis reconnaissant, et je les ai fait changer de plateforme. Et on sait que c'est dur en plus le changement C'est super d'habitude, de plateforme et tout. Je C'est vois, super la dur. conduite du changement, franchement, quand t'as tes petites Ouais. habitudes, c'est super dur de changer, quoi. Mais Super dur. pourtant nécessaire. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire mon app. Et Mm. au départ, j'avais utilisé un service externe qui s'appelait Ouais. passion.io, Ok. et qui était moins gros qu'aujourd'hui, qui proposait de te faire ta propre appli basée sur une template. Ok. Mais la template, je l'ai fait, c'était éclaté, tu vois. Et j'ai fait, oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ok. Et j'ai fait utiliser mes clients 2 mois, j'ai fait, on arrête. C'est de la Ok. merde, on retourne Wow. sur Podia. Et là, du coup, t'as l'air con, parce que du coup, t'as hypé un peu tout le monde. Regarde, je vais avoir mon appli. Et vu que ça a toujours été j'ai toujours eu envie d'avoir cette appli en back, tu vois, en arrière-pensée. J'étais Ouais. toujours, un jour, faut que je le fasse. Faut que je vois comment. Et au début, j'ai mon frère qui avait un de ses potes qui était développeur appli. Je lui ai dit, il n'y a pas moyen, tu veux faire un truc un peu sur le côté, parce que lui est étudiant, du coup, ça lui Énorme. fait du portfolio. Ok. Donc au début, il se lance dedans, je le paye 200 balles par mois. Ouais. C'est pas très cher, Mhm. mais lui, il n'a pas les skills nécessaires. Tu vois, Ok. il m'a fait une petite base, puis vite, on est arrivé à un mur. Je l'avais payé pendant presque 1 an, et je me suis dit, en fait, c'est cool, mais Bah ouais. j'avais sorti 2500 balles et il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une base qui était intéressante, mais il n'y avait pas tout ce que je voulais derrière. Et après, il était limité, et je lui en veux pas du tout, parce que c'est au niveau dans lequel il était. Du coup, je commence à chercher des freelances, et j'en trouve qui avaient l'air super cool. Et au début, je leur donne juste une mission. Je leur dis, mon gars, il n'arrive pas à faire ça. Est-ce que vous pouvez le faire? Ils l'ont fait tellement vite. Je me suis dit, Ah, ok. et là, je leur ai dit, ça vous dit pas de reprendre le projet? Et Ah ouais, machin. Et du coup, ils se sont mis à faire tout le projet, mais c'est là où tu te rends compte, tu rajoutes encore une branche. Ouais. Parce que tu as Sync, tu vendais ta programmation sur une plateforme, et maintenant, tu as le développement à gérer.
Donc tu es là, ok. Donc en attendant, tous mes clients, toute la programmation était hébergée sur Circle, qui est la concurrence de School, qui à l'époque était un peu plus complète. Et du coup, tu as aussi maintenant le développement à superviser. Et je voyais que je me prenais de passion pour ce truc. Je me disais, c'est trop bien parce que je construis un truc from scratch qui va être une dinguerie, que je vais être le premier à utiliser et que tout le monde va vouloir utiliser derrière. Et j'en parlais tellement. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de coachs qui me suivaient, qui aimaient bien ma philosophie. Et je leur montrais le truc. Et ils disaient, putain, j'aimerais bien aussi, moi aussi, coacher mes clients avec ça. Et là, ça a fait, pouah, j'ai fait, ah ouais. Bah ouais. Parce que je mets tellement de thunes dans ce projet, je me suis dit, ça, c'est pas intéressant si je le fais juste pour moi. Ouais. Et là, j'ai commencé à explorer une autre branche encore, qui était basée sur mon prototype, de faire un white label d'une appli pour les coachs. Okay. Et là, ça a résonné vrai. Tu vois, là, j'ai fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que du coup, ça me permet de créer un SaaS, donc un software as a service, une boîte sur laquelle tu peux capitaliser, qui peut prendre de la valeur et potentiellement un jour se revendre, et qui ne sera pas rattachée à mon image sur les réseaux sociaux. Okay. Et moi, c'était le but. Parce que Sync, tu vois, je me suis détaché il y a déjà longtemps. Ouais. Avant, j'étais sur le devant de la scène, après, plus du tout. Sync a sa valeur propre, sans que ma tête ou la tête de mon associé y soit rattachée. Et le software, le but, c'est de faire la même chose. Au début, d'avoir ta tête, ça aide pour ton audience organique, mais derrière, ça, on s'en fout. Et du coup, je me suis dit, mais petit à petit, il y a des choses qui vont reculer, et il y en a qui vont aller là, et ça va me permettre de vivre une vie un peu plus dans l'ombre. Okay. Parce que j'ai pas ce besoin d'être dans la lumière. J'aime ce sentiment de reconnaissance que tout le monde prend, les shots de dopamine sur les réseaux sociaux, parce que quand tu te fais liker, follow et machin. Mais je me rends compte à quel point c'est superficiel et à quel point je suis en train de passer à côté de ma vie aussi. Ouais. Et quand j'ai eu ce spark de me dire, t'es en train de rater ta vie, quand les réseaux sociaux pourrissaient mes relations amoureuses, je me suis dit, il y a un truc à revoir. Okay. Et c'est là où j'ai eu un peu cette réalisation de pull back un petit peu et de bien vivre sans. Intéressant. Mais tu vois, c'est cool. Bah ça, tu vois, on a coupé sur la fin de l'épisode, mais c'était très bien. Ça me va bien en mode flow. C'était sûr. Bon, les gars, deux, on est les pires sur la synthèse tous les deux, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de script. À chaque fois, ça part, ça fait des tours. Ouais, ça je sais, tu vois, mais en fait, à chaque fois, je ne le suis pas. Mais les auditeurs, ils sont bien habitués. Système. Voilà, c'est ça. Tout va bien. Tout va bien. Mais du coup, tu vois, j'ai encore perdu mon truc. Mais ouais, en fait, je trouve que ce qui est cool, c'est que ta personal brand sur le long terme, en fait, elle est toujours là. Et tu vois, un Squeezie qui va sur un nouveau projet, bah, en fait, il a toujours une base de followers, même si c'est 1% qui va le suivre. Ouais. Et en fait, toi, c'est exactement pareil, tu vois. Quand tu vas, t'as ta brand qui est là, que tu ailles sur n'importe quel projet, tu auras quand même 1%, peut-être 2%, 10%, j'en sais rien, de ta commu qui va bouger. Donc c'est toujours cool, quoi. Ouais, c'est un petit coup de démarrage, quoi. C'est cool. Même si ma base de followers, elle n'a pas bougé depuis. Yes, ça fait longtemps. Hein, c'est un projet. Mais ça, c'est la tristesse aussi, parce que tu dis, mon focus, il n'est pas de grossir mon audience. Parce que s'il l'était, il faudrait que je poste tous les jours. Complètement. Et c'est pas un travail que j'aime faire. Et c'est ça aussi. Parce que c'est un travail de quantité. Où faut, et quand je me suis autodidacté le montage vidéo au début où je commençais, c'était un kiff de ouf de faire des montages sur Final Cut Pro, d'acheter des caméras. Donc Iman m'a fait acheter la première. Ouais. Une fois que je l'ai surpassé, j'ai racheté une autre, j'ai revendu, j'ai racheté une autre. J'ai dû en avoir 10 où j'ai acheté, revendu, acheté, revendu, racheté, revendu. Okay. Et je me suis retrouvé un peu passionné par ça aussi. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai une Sony ZV-E1 et j'adore. Et elle est trop bien. J'ai juste 2 lenses parce que j'essaie d'être minimaliste et avoir juste les lenses qui vont me servir. Ouais. Et that's it. Et en fait, je fais mes montages et je kiffe. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis dans une espèce de... Ça va trop vite. Et j'ai pas le temps même de faire des petits montages. Et je me dis, ça fait chier parce que maintenant, ça, je considère comme du temps perdu, entre guillemets. Ça va pas m'apporter grand-chose de plus. C'est un kiff, mais je peux plus me le permettre. Et on va me dire, ouais, mais délègue tes réels. Ouais, mais non, parce que j'ai pas envie, en fait. Et je suis dans un combat interne comme ça depuis longtemps et c'est pas ouf. Aujourd'hui, je fais tous mes réels au téléphone, quoi. Je me casse plus la tête. Je vois très très bien le sujet, mais je crois que si ça résonne pas avec au fond ce que tu as vraiment envie, à mon avis, c'est juste qu'il faut pas le faire, quoi. Et c'est ok. Je crois que c'est ça. Moi, c'est pareil, tu vois. Et même combat, genre les réseaux sociaux, ça me casse les couilles, quoi. Genre, je déteste ça. C'est pas que je déteste ça, mais c'est que j'ai pas envie de faire ça et je suis pas bon en fait là-dessus. Ouais. Du coup, j'ai même pas envie de creuser et d'apprendre parce que ça me fait pas kiffer. Du coup, c'est pareil, je l'ai délégué, tu vois, cette partie-là. Ouais. Bon. On peut aller sur l'expat et l'étranger si tu veux. On peut aller partout. Vas-y, je suis un des auditeurs. Bon. Du coup, tu as créé ton média, ton podcast, notamment sur le fait de dire je vais partir à l'étranger et je vous explique pourquoi c'est cool, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé. Ok, cool. J'ai écouté pas mal de tes épisodes. Parce qu'au début, je savais pas pourquoi je le faisais à ce podcast. Hein. C'était pendant le Covid, c'était Daflex, je sais pas ce que je fais. Ouais. Je me mets devant un micro et je parle. Et j'ai ouvert le micro et j'ai parlé 40 minutes non-stop et j'ai fait « Ah, c'est cool ça en fait !»
Parce que j'ai eu le problème j'avais une chaîne YouTube et je devais tellement couper tout ce que je disais pour faire des petites vidéos de 10 minutes que ça m'allait pas. Alors que là, c'était du one shot. Je faisais du podcast avant que ce soit populaire, avant que ce soit cool, quoi. C'est clair. En solocast, en plus. En solocast. C'était inexistant, genre. Ouais. Et en fait, ce que j'aimais bien, c'est que ton premier épisode, il est un peu cringe maintenant quand tu l'écoutes. Ah, je vais pas réécouter. mais en fait, c'est possible. T'as eu des énormes balls parce que tu l'as posté alors qu'il était pas parfait du tout, tu vois. Ah, loin de là. Et du coup, je me rappelle l'avoir écouté, genre, au tout début, dès qu'il est sorti. Et je me suis dit, putain, franchement, courageux. Parce que non, mais parce que tu vois, genre, il faut le faire, tu vois. Les gens, ils se rendent pas compte, mais se mettre devant une caméra et parler tout seul comme un con, et se mettre devant un micro et pas savoir vers quoi tu vas. Je crois que tu avais parlé de ton papa sur le premier épisode. J'ai parlé en fait de l'étincelle au tout début avec mon passé, ce qui s'était passé, pourquoi je suis parti vivre aux US. Et c'était grandement dû à la perte de mon père quand j'avais 13 ans. Et j'ai ouvert là-dessus et je me suis dit, on va voir où ça va. Et c'est parti, genre 40 minutes. Et après, c'est monté aujourd'hui 180 épisodes. Mais j'ai même pas été hyper. Je m'étais donné le challenge de faire 52 épisodes back-to-back, donc un par semaine, donc un an. Je l'ai fait. Une fois que je l'ai fait, j'ai pris un petit break. J'ai relancé la machine. Pendant un moment encore, après, j'ai été bien assidu. Et puis là, bon, après, j'étais dans ma transition de je quitte l'Espagne, j'ai eu mon opération, ça me saoule, j'arrête. Et là, j'en ai pas fait depuis un moment. Et j'en ressens plus le besoin comme avant. Mais j'aime bien de temps en temps. Donc là, j'attends juste de resetter tout mon truc en Espagne et je vais peut-être en refaire 2-3. Parce que quand t'es solo, c'est différent, tu racontes des histoires. Donc moi, je pense souvent l'exemple de Bedros Keuilian, que j'adore. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je sais pas comment on appelle les gens qui ont plusieurs centaines de millions. Et tueur, entrepreneur américain de 50 ans, tueur. Et il a un solocast. Et il a tellement à raconter. Il a tellement d'anecdotes, il a 50 piges, j'ai 34 ans, tu vois. Donc moi, j'arrive vite à court et lui, toutes les semaines, il débite. Et je kiffe, et c'est trop bien. Et en vrai, toutes les semaines, c'est quasiment tout le temps le même message qu'il envoie. Mais il le fait trop bien. À l'américaine. C'est même pas un américain, en fait, il a un storytelling de fou parce qu'il vient d'Arménie. Ses parents ont immigré pour fuir l'URSS. Et du coup, il a un storytelling qui est dingue parce que le mec pèse des centaines de millions aujourd'hui. Et tu fais, ah ouais, t'as envie de l'écouter. Et je me suis dit, moi je suis un solo-caster, parce que ça demande moins de préparation aussi. Il y a moins de friction. Tu vois, là, tu as ton petit bouquin avec des notes, jamais je fais ça. Parce que moi je suis un branlot, en fait, c'est ça le truc. Moi je suis pas un bon élève. Parce que moi, quand j'allume le micro, j'ai un Notion, j'ai genre 3 bullet points, allez. Et puis ça part en couille à chaque fois. Et les gens aiment bien, tu vois. Donc, et moi, ça résonne, ça fait rire. Et des fois, je rigole tout seul et je me dis, c'était fun. Petite conversation avec moi-même, c'était fun. Si ça peut apporter de la valeur, bien entendu, parce que si c'est pour raconter de la merde, ça va 5 minutes. Mais... Est-ce que tu as besoin d'avoir vraiment des millions dans ton compte en banque ou avoir généré des boîtes à plusieurs centaines de millions pour avoir des trucs à raconter? Tu vois, moi, c'est ce que je me dis. Genre, j'écris tous les jours un peu. Je fais un peu de journaling. Quasiment tous les jours. Je suis pas hyper régulier, mais en fait, je le fais quand j'ai envie. Et c'est quasiment tous les jours. Et en fait, je me rends compte que avant d'écrire, je sais pas ce que je vais dire. Par contre, dès que je me pars, bah en fait, j'ai des trucs à dire, quoi. C'est vrai. Tous les jours, quoi. Le journaling, j'ai essayé. J'ai un cahier comme toi. Toi, il est abîmé, il a travaillé, tu vois. Moi, il est neuf. Et il y a un stylo avec. Et il est là, il est à Montréal. Hein. Et je l'ai sorti une fois parce que j'ai un coach mindset. Et des fois, il nous fait faire on a un call tous les mercredis, genre demain matin à 7h30 avec le décalage. Donc 7h30 du mat, t'as ça. Et des fois, il te fait faire du journaling pendant le live, tu vois. Et du coup, je fais ça, mais de moi-même. Si t'as pas envie. Compliqué. Ça n'a jamais été pour moi une méthode. Pourtant, je trouve que c'est cool. Mais j'y arrive pas. C'est un des trucs que j'ai mis en place après, un peu après, mais quand j'ai été diagnostiqué en dépression, il y a un peu plus d'1 an, j'ai mis en place tout le système. Et en fait, c'est de là qu'est venu le système. Et du coup, j'ai mis en place notamment ça, genre 1 an après le diagnostic. Et en fait, ça m'a fait grave de bien parce que c'était le moment où j'ai arrêté de voir ma psy. Et ça a un peu remplacé, tu vois, la thérapie, je crois. Et en fait, tu te rends compte que des fois... podcast Non, pas le podcast, l'écriture. Ouais. Mais le podcast aussi, je pense. Et c'est ça que je voulais te dire. Je pense que c'est un côté un peu thérapeutique aussi, tu vois, le fait de parler. Ça a été ma thérapie. Ça m'étonne pas. Parce que moi, quand mon père est décédé, j'ai refusé de voir un psy. Par ego, en me disant je suis fort, j'ai pas besoin de ça. Surtout que d'un coup, tu deviens l'aîné de la famille, en fait. Parce que j'avais que des petits frères. Et derrière, et une petite sœur. Et je voulais pas. Et en fait, tu te rends compte que plus tard, ça t'attaque. Et tu te rends compte que tu as des lacunes sur certaines choses et tu comprends pas d'où ça vient, mais ça vient de ça. Et ça a été thérapeutique pour moi de parler, de blablater. Tu t'ouvres un peu à cœur ouvert, donc c'est un peu délicat. Parce qu'en particulier, par exemple, quand tu as une meuf, elle te dit tu te livres plus à eux qu'à moi. Tu sais, quand je sortais avec une fille qui parlait pas français. Donc, vu que je tchatchais en français, elle se disait, mais il doit raconter sa life et moi, je sais rien de lui.
Ah ouais, j'avoue. Tu fais le mec un peu mystérieux avec elle, mais du coup, ça passait pas très bien. Ouais. Mais c'était pas le cas parce que tu as quand même des limites. Je vais pas tout raconter non plus, Bien sûr, ouais. même si j'essaie d'être le plus transparent possible et j'essaie d'enlever un maximum de tabous. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on se cache sur beaucoup trop de critères, à vouloir faire les mecs, à montrer que les highlights de nos vies, Ouais, je suis d'accord. de par le fléau des réseaux sociaux. Enfin, ce qui font que les réseaux sociaux sont un fléau, de mon opinion, parce que tu vois, t'allumes Instagram, c'est les highlights. C'est ouah, tout est beau. Et moi, ça me fout le vomi parce qu'en réalité, c'est pas ça. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux derrière ces plateformes et qui essaient de se donner, enfin, d'améliorer leur vie à travers la vie des autres. Et ça m'attriste un petit peu. Et le concept du réseau social me déplaît pas parce que ça permet de connecter des gens avec qui potentiellement tu n'aurais jamais eu de contact ou autre. Ouais, c'est vrai. Ça a de très très bons côtés, mais ça a aussi un côté qui est terrible et qui peut te faire tomber dans une spirale et avoir du mal à t'en relever. Je trouve qu'il y a un gros côté, tu vois, où tu te dis YouTube, en l'occurrence, ça peut être la meilleure plateforme de formation du monde. Et j'ai appris des milliers de trucs sur YouTube. Et ça peut être le pire gouffre abyssal où tu commences et t'es terminé, tu passes tes soirées dessus et c'est fini, quoi. Mais c'est un peu ça, je dirais, c'est comme la télé en fait. Ouais, c'est avant ça, d'avoir en fait. YouTube ou le Netflix ou ce que tu veux. Il y a des gens qui passaient leur journée devant la télé et c'est encore pire parce que tu choisis pas vraiment les Exactement, programmes. c'est ce que j'allais dire. Genre, à la limite, tu vois, YouTube, tu choisis un peu ce que tu regardes en théorie. En théorie, mais tu te retrouves dans je vais un trop pareil, parce que quand t'as les réels aujourd'hui, Ouais, t'en as vu un, terminé. t'as juste à faire ça, Exactement. et c'est un autre truc qui est à côté de la table. Enfin, c'est pas du tout la même Et chose. tu te retrouves à regarder des théories sur les reptiliens qui ont pris le monde Voilà, c'est ça. en possession et c'est terminé, quoi. Et quand je vois ce qui arrive en termes de génération qui baigne dedans, ça a des avantages, encore une fois. Ça fait qu'il y a des gamins qui ont 22, 23 ans, qui sont millionnaires. Mais à l'inverse, ça rend des gens complètement robotiques et inutiles. Ouais, tu vois, je disais ça à ma meuf, genre en mode, ouais, t'as une TikTok, c'est de la merde, machin. Et elle me dit, mais t'es ouf ou quoi? T'imagines même pas le nombre de restos qu'on a découvert et où t'es allé grâce à TikTok. Ouais. J'étais en mode, ah ouais, ok. C'est vrai. Non, il y a de très bons côtés, mais tu vois, TikTok, je refuse de l'utiliser. Ouais, pareil. Moi, en fait, c'est même pas que je refuse, c'est que j'y arrive pas à l'utiliser, genre, ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai essayé plusieurs fois, tu vois, j'ai essayé TikTok, tu sais, on dirait que j'ai commencé à fumer, genre, j'ai essayé de commencer à fumer, non, pas du tout, mais, tu vois, j'y arrive pas. Je l'ai téléchargé aussi, j'ai posté un petit peu, mais je trouve que ça apporte plus de mal que de bien dans la balance. Ouais. Et j'ai dit, je veux pas contribuer à ça, même si tous les gens me disent, ouais, c'est une opportunité, machin. Je dis, éthiquement parlant, ça me parle pas. Et il y a des fois où je préfère rester sur le côté et me dire, déjà, bon, évidemment, ça rajouterait une branche encore de se dire, je fais mon contenu Insta, je fais mon contenu TikTok, faut l'adapter un peu. Ouais. Je sais pas, j'en ai pas l'envie. Et c'est vrai que je connais des gens, plein de gens dans ma vie qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et qui s'en portent très bien. C'est clair. On parle de l'étranger un petit coup? On n'a pas parlé d'étranger encore. Hein. Pas trop. En gros, imagine, tu es un auditeur là, qui tombe sur l'épisode. Ouais. Pourquoi c'est important de partir à l'étranger, potentiellement de s'expatrier? Vas-y, motive-nous un peu. Dis-nous tout. Mec, l'ouverture d'esprit. Au lieu de te raconter des principes théoriques, je vais juste te dire mon expérience. La première fois que je suis parti. Donc, prends en compte, mise en situation. Je suis un gamin de Chambéry City, dans les Alpes. C'est pas très grand. Les gens connaissent, enfin, les Parisiens connaissent parce qu'ils vont faire du ski et qu'ils passent par Chambéry pour aller en station. Principalement, c'est comme ça que c'est connu. C'est clair. Personne parle anglais. Personne part vraiment à droite, à gauche ou quoi. Et t'as 22 ans, donc t'as l'esprit très conservateur, très fermé. Tu sais pas trop ce qui se passe à l'étranger. Tu vois un peu les films américains, les trucs qui... Mais c'est pas pour toi. Enfin, ça fait partie d'un autre monde, genre. Ouais. Tu décides de partir, donc t'es pas dans le confort. Parce qu'évidemment, quand tu pars de chez toi, t'es dans le confort. Mais le fait de décider de partir va te sortir complètement de ce confort. Donc, il faut déjà ce petit coup de pied au cul. Donc, une petite étincelle, il y a besoin de ça. Un petit pourquoi. Tu pars. Et j'ai tapé le pire blues de ma vie, en fait, quand je suis arrivé. Okay. Je décide de partir à New York City à 22 ans parce que j'ai un stage de fin d'études à faire et que tout le monde part à droite, juste à côté, de ces genre en Suisse ou en Angleterre. C'est l'étranger, donc ça marche. Ouais. Et je dis, c'est mon opportunité d'aller découvrir les États-Unis. Je choisis New York City parce que c'est centralisé et que c'est pas les US, en fait. T'as pas besoin de voiture pour être à New York. Le métro suffit bien. Donc, pour un étudiant, ça suffit. C'est très cher. Je fais un prêt étudiant. Je vis dans le ghetto avec 5 personnes dans la chambre. Donc, j'arrive là-bas en plein hiver. Il fait -20. C'est le ghetto, c'est horrible. Sur l'annonce, il n'y avait que 2 lits dans la chambre. Au final, j'arrive en réel, il y en a 5. Wow. Et tu fais, mais en fait, et là, je descends en bas de l'immeuble, parce que tu montais, machin, je descends, et tu arrives dans ce qu'on appelle un deli, D-E-L-I, qui est genre une épicerie indienne où le mec te fait des sandwichs qui sont avec des ingrédients que tu n'as jamais vus. Genre des cornichons qui sont épais comme la tasse.
Ok. Et je fais, mais je suis où? Et le mec me fait un sandwich, je monte dans l'appart, donc il fait -40. Je suis dans l'appart et je me souviendrai toujours, il y a un petit bar qui est contre le mur. Je me pose là, je mange mon sandwich et je fais, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à New York City, mais je déteste ma vie. Et en fait, ça arrive souvent aux gens qui s'expatrient, et du coup, vite, c'est pull back, rentre à la maison, il y a le confort. Ouais. Mais si tu arrives à passer cette petite barrière-là, tout change. Parce que c'est là où le lendemain, je pars à Manhattan, et je sors à Canal Street, et tu sors, et là, c'est les films. Ok. C'est les buildings, les skyscrapers, comment t'appelles ça, les gratte-ciels. Les gens, la vitesse, tout bouge. Et là, tu commences à te prendre au jeu, à te dire, c'est ma vie maintenant. Ouais. Tu essaies de t'adapter. Et le jour où tu rentres à la maison, c'est là où tu vas avoir le vrai changement. Parce que tu n'auras pas côtoyé tous les gens avec qui tu étais proche à l'époque. Tu les as eu au téléphone ou autre. Mais quand tu rentres, c'est là où j'ai pris la plus grosse baffe. Intéressant. Je suis arrivé, parce que je faisais un stage de 6 mois, 5 mois et demi grossièrement, mais il fallait que je rentre une semaine en France parce que les visas, j'étais un peu dodgy. J'ai fait un ESTA, en fait c'est un visa touriste 2 fois, Ok. parce que c'était trop compliqué d'avoir un visa de stage, il fallait avoir un stage sur place. Moi j'ai trouvé mon stage sur place, donc déjà compliqué, après ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de te faire le visa, Ouais. c'est très compliqué, c'est un serpent qui se mord la queue. Je rentre en France là, cette première semaine, mais je retrouve le confort. Parce que j'étais dans un truc où on était 5-6 dans la même chambre, Ouais. pour une salle de bain pour 10 personnes. Je rentre chez mes parents, enfin chez ma mère et mon beau-père à l'époque, j'ai ma propre chambre, j'ai une salle de bain à côté, tout baigne, une maison. Eh ben, j'ai jamais été aussi malheureux qu'à ce moment-là. Et le C'est premier soir, tu sais, j'arrive donc à l'aéroport de Lyon et je demande à une personne à la réception où se trouvent les navettes pour rentrer à Chambé. Et je fais bonjour, je lui demande machin. Et la meuf, elle lève les yeux, elle me fait bonjour déjà. Je fais, mais je vous ai dit bonjour. Hein. Et c'est le premier contact avec un Français que j'ai eu en rentrant. Et c'est là où ça a fait mal, tu vois. Déjà, le temps était gris dehors, donc ça aide pas. Ouais, c'est Et là, je fais, là, c'est compliqué. Et j'avais, tu sais, quand tu te sens lourd, qu'à tout moment, tu peux éclater en sanglots, en fait. Ouais, et je me ouais, je sentais vois. comme ça. Et j'arrive à Chambé, tu sais, tu revois ta mère, tout ça, tes frères, c'est cool. Et j'étais le soir dans mon lit, et j'arrivais pas à dormir, et je regardais autour de moi, et j'étais mal. J'étais mal, et je me disais, c'est plus moi, en fait, c'est fini. Et en fait, juste ça, quand je suis reparti à New York, j'étais heureux. Je savais que j'allais dormir avec 6 personnes dans la chambre, ça allait être éclaté au sol. Mais en fait, t'avais l'impression que t'allais accomplir des choses dans ta vie. Ouais. Que ça te sortait de tout ça. Au départ, t'as pas l'impression que c'est pour toi parce que c'est pas pour toi si tu l'as jamais fait. Mais dès que tu te donnes cette chance d'ouvrir la porte et d'aller juste donner la chance à ton esprit de s'ouvrir un petit peu. Ouais. Parce que souvent, j'ai donné la métaphore dans ta tête, il y a une certaine forme de porte que tu ne sais pas qu'elle est là. Mais le jour où tu décides où tu passes à l'action de cette manière-là, tu vas l'ouvrir, cette porte. Mais tant que tu l'as pas fait, cette porte, elle est là, mais tu la vois pas. Donc tu peux pas l'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et ça a été pour moi une révélation. Intéressant. Quand j'ai fini mes 6 mois à New York, je suis rentré à Chambéry, j'étais encore mal, mais c'était tout de suite, au lieu de perdre mon temps, je me suis dit, j'ai déjà vécu ça, le fait de mal me sentir 3 mois plus tôt. Ouais. J'ai dit, maintenant, what's next? C'est quoi la prochaine destination? Et c'est là où j'avais déjà planifié, ok, je vais faire un permis vacances-travail, un WHV, PVT. Ok. Soit je vais au Canada, soit je vais en Australie. Ouais. C'est là où le climat a fait, bon, le Canada, ciao, Yes, ça y est. bonsoir. J'ai fait Sydney, mais je savais, du coup, j'étais dans le drive de on continue. Ok. Et du coup, j'arrive à l'aéroport, je prends l'avion à Sydney et j'étais tout de suite hyper confortable. Ouais. J'étais devenu cette personne, j'étais dans le confort Intéressant, maintenant. ouais. Intéressant. Et en fait, je trouve que le côté, tu vois, tu t'expatries, tu pars à l'étranger, c'est hyper fantasmé par tous les gens. Ouais. Ils disent, ah, t'es parti au Canada, c'est incroyable et tout. Je peux te dire que les 2 premières semaines, les 3 premiers mois, mon pote, c'était l'enfer. Hein. J'avais envie de rentrer, c'était horrible. Ma meuf, elle avait pas de taf, c'était chaud de ouf, genre. On était en mode, bon, en plus, on avait un appartement, c'était la Batcave éclatée, genre violet partout, c'était horrible, ça puait le grand-père, c'était affreux. Il n'y avait pas d'aération, on pouvait pas ouvrir la fenêtre, c'était l'horreur. On a eu des dingueries qui se sont passées, je l'ai raconté Sympathique. en épisode déjà, mais ouais, Ouais, j'ai vu que tu venais de sortir un épisode de 6 mois, j'ai pas eu le temps d'écouter, Exactement. du coup, je me suis dit merde. Et mec, il s'est passé des dingueries de fou. Genre un mec qui, à 4h du mat, tu dors et tout. Moi, j'étais à Walp et là, open the fucking door. Il Hein? tape, tu vois, open the fucking door. Il tape et tout. Et là, je vois le mec, on passe par l'œil de bœuf et je vois le mec complètement éclaté, qui tape et tout. La porte a été ouverte en plus. Il avait pas essayé de l'ouvrir. Oh. Et là, je ferme, tu vois, forcément. Et je lui dis, bah non, en fait, je vais clairement pas ouvrir, tu vois. Et enfin, bref, tu vois, il s'est passé des galères. Il s'était juste trompé de porte, en fait. Fin de Oh. l'histoire. Donc après, t'es à 4h du mat, t'es au Walp, t'es en mode genre impossible de te rendormir. Bon, bah voilà. Quoi. Sympathique. Que des trucs comme ça. Ok. Et du coup, tu te dis, bon,
est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et effectivement, tu vois, depuis qu'on a déménagé et qu'on a un nouveau contexte, nouvel environnement, ça fait tout à fait la diff et c'est cool. Mais pas si simple que ça, je trouve, l'expat. Pas si simple que ça, cependant, c'est pas parce que tu l'as fait que tu vas kiffer à mort. Ouais. Il y a Non. des expériences de Complètement. l'expatriation, il y a des pays, il y en a partout des pays, hein, Ouais. donc tu vas tester. Et une fois que tu as débloqué juste cette première step, tu vas pouvoir aller partout. Exactement. Et après, ça fait plus aucune différence. Parce que le jour où je suis parti vivre de New York à Sydney, 2 ans et demi à Sydney, après on me propose un job à Londres, Ouais. pour moi la transition elle s'est fait instant en fait. Si je suis parti à Londres et que sans le moindre doute, c'était devenu une normalité. Ok. Donc ça peut, comme toi tu me disais, ça fait Ouais. 6 mois que je suis là, mais je sais pas si ça va aller plus Ouais. loin. Je sais pas à quel point tu as spoilé là-dessus. Donc, J'ai spoilé un peu, ouais. ok. Pour l'instant, je suis en mode, ouais, compliqué de rester, ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est important de tester des destinations et de voir ce que ça peut donner. Par contre, c'est ça, genre, il y a une ouverture d'esprit, changement. Et en fait, le truc, c'est que j'aurais toujours été dans le truc où j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait, en fait. Maintenant, je l'ai fait, c'est checké et c'est cool, tu vois. Et peut-être que je partirais ailleurs qu'en France, même si je kiffe de ouf la France. Je kiffe pas les gens, mais la France. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est- tu vas voir ailleurs, et potentiellement, c'est la France que tu kiffes le plus. Ouais, de ouf. Il y a plein de gens qui partent des années, qui reviennent vivre en France, qui sont en fait, c'est pas si mal ici. Ah, mais mec, la France, Particulier. c'est une dinguerie. Enfin, en France globale, moi perso, il y a que sur la Côte d'Azur que je pourrais vivre. Ok. C'est là où il y a un peu plus d'ouverture d'esprit de ce que j'ai vu. Il y a quand même beaucoup de blaireaux. Hein. Ouais. C'est pas pour être. Je vais encore me faire tailler en disant ça. Tu vois, pour qui se prend celui-là C'est fatigant ça. Puis il fait de l'anglicisme. Mais ouais, on va voir ça aussi. Ça, c'est dommage. C'est fatigant. Mais j'ai failli bouger avant de repartir vivre en Espagne. J'ai failli aller vivre à Nice. Ouais. D'une, j'ai de la famille. Et de deux, c'était toujours la France. Mais c'était les coins les plus stylés. Mm. Déjà, en termes de climat, c'est imbattable. Sur toute la France, c'est quand même les meilleurs climats. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que pour moi, dans ma matrice des priorités, le climat, il était number one. Tu vois, quoi qu'il se passe, c'était je veux vivre dans un pays où il fait beau toute l'année. Et ça, comme tu l'as dit, l'expérience d'expatriation, tu testes et tu vois ce que t'aimes pas. Ouais. C'est comme dans une relation. Tu Ouais, de ouf. testes, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. C'est pour ça qu'il faut tester. Complètement. Mais en vrai, la France, j'en ai déjà parlé, mais c'est une dinguerie, quoi. C'est pas si mal du tout. Et regarde, C'est aujourd'hui, dingue. Brad Pitt, il vit sur la Côte d'Azur. Et c'est de pas ouf. pour rien. Non, mais clairement. Le mec, il vient d'Hollywood. Il est multi-centaines de milliers, j'en sais un milliard peut-être, mais Brad Pitt. Il vit à la Côte d'Azur. C'est qu'il y a une raison. On est né à côté. Enfin, moi, je suis de Chambéry dans les Alpes. On est à 4 heures du sud. Enfin, je veux dire, en fait, on est né à côté. Totalement. Et au début, je voulais partir loin pour la perception des gens. Oui. Pour que ok. eux perçoivent que, genre, je suis une rockstar, je suis parti méga Je loin. comprends, ouais. T'étais en Australie, et en fait, tu te rends compte que plus t'es loin, plus tu passes à côté de la vie avec tes proches, Ouais. parce que c'est cool de vivre pour toi, et c'est important de le faire aussi. Il faut pas sacrifier toute sa vie pour se dire, il faut que je sois près de mes proches. Je pense que ça, il y a aussi un truc où les gens se disent, ah, j'avais mes proches. C'est bien de retourner les voir, mais de passer toute ta vie à l'autre bout de la planète, c'est aussi pour ça que j'ai quitté Sydney, parce que je trouvais que c'était vraiment trop loin. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, c'est bon, tu passes juste 24 heures dans l'avion, tu retournes. Certes, mais c'est chiant. C'est super cher en plus et c'est très chiant. Ouais. Et au début, je voulais vraiment être loin. Et au final, il s'avère que j'ai trouvé, moi, mon Eldorado. Il est à Valencia, en Espagne. Après avoir testé plein de trucs, pour moi, c'est cette ville qui me convient le mieux. Et puis, c'est à 1h30 de l'aéroport de Lyon, quoi. Ouais. Ou Genève. En plus, c'est entre les deux. Donc, c'est hyper facile. Tu dirais que c'est pour tout le monde ou pas, le fait de s'expatrier, en tout cas de tenter une aventure à l'étranger? Moi, j'aimerais que tout le monde teste. C'est pas pour tout le monde, parce que tu as des gens qui vont rester fermés d'esprit et qui ont évolué dans un cadre où jamais personne n'a bougé ou qui ne vont pas fréquenter des gens qui ont bougé. Et ils sont heureux comme ça. Ouais. Moi, je sais que mon père a voulu sortir de là à une époque où il n'y avait ni réseaux sociaux ni rien. Il était de la même époque un peu plus récente que Schwarzenegger, mais lui, il prenait beaucoup d'exemples sur Schwarzenegger. Et quand j'étais tout petit, j'avais, je sais pas, entre 8 et 10 ans, il partait à Los Angeles du jour au lendemain pendant 3 mois. Et il avait rencontré Arnold Schwarzenegger. Il avait rapporté sa Énorme. signature. À l'époque, Incroyable. un papier long comme ça, avec Wow. une signature. Je l'ai toujours. Et il se faisait rêver comme ça et il voulait absolument avoir cette carrière. Donc, il faisait du bodybuilding. Il a fait de l'acting là-bas. Et ça n'a pas marché, mais il en a fait. Ok. Et je voyais les lumières dans les yeux quand il rentrait. Et c'était Bien un truc de fou. Quand tu l'entendais parler anglais, tu disais, mais c'est quoi ce délire? Et je dirais qu'à travers ça, j'ai quand même une chance. Parce que c'est pas tout le monde. Où tu rentres chez toi, t'as ton daron qui parle en anglais avec quelqu'un au téléphone et t'es enfant, t'es curieux, tu fais what C'est une the rockstar, fucking quoi. fuck, tu vois, c'est quoi ça? Ça t'excite et parce Ouais, que clairement. tu reconnais pas ton père. Il parle une autre langue et quand tu parles une autre langue, t'as une intonation de voix qui est différente. Et lui, il avait un accent américain autodidacte et je sais pas comment il faisait. C'était une rockstar, il était Ok. trop fort. Et il a planté cette graine en moi.
Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Ça aurait pu être un mec complètement lambda, ordinaire, et j'aurais jamais eu cette ouverture d'esprit de me dire je vais sortir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est différent. Ouais, Partir, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rassurant pour les parents aussi, parce qu'ils savent qu'ils peuvent t'avoir par WhatsApp à tout moment, ils savent qu'ils peuvent t'appeler par visio. À l'époque, c'était pas le cas. Lui, Ouais. il partait, j'avais pas de nouvelles de lui pendant plusieurs mois. Waouh. Il t'appelait d'une cabine téléphonique avec une carte prépayée, et il téléphonait sur le fixe. Ouais, Et avec ok. il y avait moins 9 heures, il pouvait appeler très tôt le matin, ou lui, c'était tard le soir. Ma mère venait me réveiller le matin, il y a papa au téléphone. Putain, c'est ouf. C'est incroyable. T'as l'impression que c'est il y a 50 ans, genre. 100 Bah, ans. il y a 25 ans. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. C'est comme pas le si monde loin a que ça, évolué, mais genre, ça c'est évolue incroyable. très 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 vite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'expatrier. Il n'y a plus d'excuses. C'est ça. Mais il y a toujours des gens qui vont rester hors réseaux sociaux, qui vont juste envoyer des messages et des conneries sur Facebook, le standard. Et je pense que c'est la majorité. Et tant qu'ils sont pas malheureux, on va pas les forcer. Hein. Ils auraient tous à bénéficier d'une expérience à l'étranger. Ouais. Mais si eux, d'eux-mêmes, ils veulent pas. Tu vois, moi j'ai des cousins, on est nés la même année. J'ai un cousin à moi, quand on était un gosse, on traînait ensemble, on était super potes, machin et tout. Mais plus tu grandis, plus tu t'écartes. Ouais, complètement. Et lui, il a une vie où il est toujours dans la ville où il est né. Il a son petit boulot, sa femme, ses enfants. On n'a plus rien en commun, en fait. Et lui, il n'aura pas cette envie de partir parce qu'il n'a jamais été dans cet environnement-là. Pour lui, c'est surfait. Enfin, c'est pas que c'est surfait, c'est que ça fait pas partie de son monde. Ouais, complètement. C'est, Je bah, vois vous totalement. faites ça, mais je suis même pas envieux. Bon, Totalement à c'est côté, coupé, c'est très conservateur et très cartésien. Et dans sa tête, c'est bloqué. La porte, il ne la verra jamais. Bien sûr. J'ai envie qu'on aille rapidement sur Sync, qu'on parle rapidement, mais juste pour les auditeurs, je trouve qu'on se fait beaucoup de monde de fait de partir à l'étranger. Ouais. Et en fait, c'est hyper simple, quoi. J'ai été choqué, moi, du fait de Aujourd'hui, se ouais. barrer et d'arriver dans un autre pays. Franchement, c'est super simple. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. C'est assez anxiogène avant de partir, quand tu connais pas, mais en fait, sur le moment, c'est trop simple. Tu vas avoir un peu d'anxiété au début, de l'adversité, pardon, c'était le terme. Ouais. Mais c'est le jeu, mais réellement, aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, déjà, tu as accès aux réseaux sociaux très tôt, les gens ont des téléphones très tôt. Tu peux être mis dedans très tôt. Par exemple, le frère de ma mère, ils sont de la même génération, donc ils viennent de la ferme, de la campagne dans l'Ain. Ouais. Et le frère de ma mère, il est même resté à la campagne pour prendre la relève sur la ferme de mes grands-parents. Ok. Donc, tu sais, vraiment culture, on a des vaches, on fait du lait, on revend le lait, on fait du fromage, tout ça, vraiment à l'ancienne. Ouais. Lui, il a repris ça. Ok. Et tu te serais dit, il reste dans ce monde-là. Sauf qu'il a une fille aujourd'hui qui a la vingtaine. Elle est à l'école, en plus, c'est un peu perdu. Bah, elle a eu l'opportunité de faire un au pair au Texas. Ouais. Elle y a été, il y a encore 2 mois, elle y était. Alors qu'ils sont du trou du cul du monde. Ouais, mais c'est trop cool. Et aujourd'hui, c'est pour dire à quel point c'est facile. Même des gens qui vivent une vie totalement reculée, hors des réseaux sociaux, bah, ils ont ces opportunités-là et c'est très facile à faire. Ok. Et du coup, elle est partie au Texas et maintenant, bah, ça a ouvert la porte. C'est-à-dire qu'elle a 20 piges, elle est quand c'est que je repars. Ah, mais trop bien. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour reparler un peu de Sync, Ouais. notamment de l'actualité récente. Et en fait, souvent, tu vois, je pose la question de raconte-moi un moment dur, un moment difficile. Je pense que de ce que j'ai pu comprendre, c'était un moment qui a été difficile pour toi en tant que personne et pour Sync globalement. Alors, juste pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est Sync et est-ce que tu peux nous parler de la dernière actualité qui a un peu buzzé, entre guillemets? Parce que les gens adorent le buzz négatif, forcément. Ouais, ça a été le moment le plus dur pour nous depuis 7 ans d'activité. Et je pense que ce qui est dommage, c'est que les gens prennent pas le temps de penser aux humains qu'il y a derrière et vont t'assassiner sans comprendre la cause du truc. Ouais. Parce que ce qui s'est passé grossièrement, Sync, voilà. Sync, c'est une boîte qui fait des snacks fonctionnels protéinés à vegan, sans pour autant se claimer comme si nous, on était vegan, en fait. On communiquait plant-based, parce qu'à la base, on avait des soucis de digestion avec le lait. À l'époque, avec mon associé, on se connaissait du foot américain, on faisait de la muscu, donc tu t'achetais tes pots de whey à fitness boutique, machin, et ça faisait mal au bide et machin. Surtout à cette époque, maintenant, il y a peut-être des whey lactose-free et tout ça, mais du coup, à l'époque, on s'est dirigé vers des produits dits vegan, sans être vegan, tu vois, mais c'était pas un problème. Visiblement, ça l'est. Et le problème qu'il y avait, c'était que c'était pas bon. Tout ce qu'on trouvait, c'était dégueulasse. Du coup, on a dit, nous, on va travailler avec un labo pour, encore une fois, faire notre propre truc. Tu vois, d'où le fait que je veux le faire, mon application et tout ça. J'ai envie de faire mon truc. C'est primitif gamin, hein, mais j'ai envie de faire mon truc. Et du coup, on se lance là-dedans, on développe un truc avec un labo, et ça se passe bien, on arrive à avoir des super goûts, on est trop contents. Et donc ça se passe bien, la boîte monte bien, et évidemment, on a beaucoup de jaloux qui se rendent pas compte du taf qu'on a fait en amont.
que eux pensent que tu vas chez un labo et tu demandes une protéine végane qui est bonne, c'est ce qui va sortir. Ouais. C'est super dur. Et nous, on est allé sur un laboratoire qui était spécialisé dans le développement de mix aromatiques. Donc, avoir un truc qui était beaucoup plus poussé, qui faisait que notre protéine, elle était bonne. Donc, ça a fait de la jalousie. Et en France, c'est beaucoup de la mentalité de on se tire vers le bas. On est content pour toi jusqu'à ce que tu fasses mieux que moi. Dès que tu me dépasses, c'est fin du game. Je te tire. C'est la théorie des crabes, tu sais, dans le seau. Là. La même chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait une analyse de la protéine récemment et qui ont trouvé du lactose et en grande quantité. Et on a été les premiers surpris. Hein. Et les gens pensent qu'on leur ment. Enfin, récemment, du coup, les gens qui ont participé à ce bad buzz ont pensé qu'on leur mentait depuis des années, alors que c'est pas du tout le cas. Il n'y avait jamais censé y avoir du lactose dans la protéine. Et du coup, nous, quand on a vu l'analyse, on fait « c'est pas possible, c'est pas possible ». On a fait des analyses et il y en avait bien, on fait « attends, il y a un vrai problème ». Mais il y a des gens qui pensent que c'était comme ça depuis le début. Ouais. Et c'est pas du tout le cas. Il y a eu une contamination a priori, et on a fait « mais comment ça se fait ?» qu'il y a ça. Et on a bataillé avec le laboratoire qui, eux, ont remonté le problème au-dessus à leurs fournisseurs de matières premières. Et cauchemar, en fait, on a dit, il faut absolument que ça, plus jamais de la vie, ça se passe. Okay. Donc, s'il ne faut pas utiliser tel ou tel ingrédient à la place pour qu'il y ait des risques de machin, bah, on passe sur autre chose. Mm-hmm. Et on a dû reformuler. C'est hyper dur. Et justement, est-ce que même contractuellement, maintenant, c'est décidé que vous proposez un produit qui est censé être plant-based et genre sans lactose. Est-ce que c'est contractuel dans votre relation avec le laboratoire ou pas ou... Le truc, c'est qu'on a un peu toujours été chill avec ce genre de truc. Et c'est là où tu te rends compte qu'il ne faut pas spécialement l'être. Mais quand tu es avec une entreprise française, c'est facile après d'aller en justice. Mais un laboratoire qui n'est pas en France, tu les attaques en justice. Demain, ils te disent, déjà, on arrête de vous fournir. Donc, salut les gars. Puis après, bonne chance. Donc, tu peux pas te permettre, en fait. On avait la haine. On avait envie de les attaquer. Parce que même eux, ils se dédouanent de tout. Ah non, on comprend pas. Tu dis, mais les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Et au final, tu peux rien faire. Et tant que tu n'as pas de backup, de plan de secours, on est en train d'essayer de construire, tu vois, d'avoir d'autres relations avec d'autres labos pour avoir au cas où des portes de sortie ou quoi. C'est très dur parce que le travail qu'on avait fait en amont, très complexe. Et du coup, bonne chance maintenant pour copier ça. Et on a essayé, il y a plein de marques, plein de grandes marques qui ont essayé de nous copier. Plein. Et on s'est fait agresser. Je sais pas qu'est-ce que ces mecs avaient à y gagner, ceux qui nous ont défoncés, parce que c'est même pas des véganes. Ça a été... après, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a eu une pub sponsorisée et on a découvert qu'elle a été sponsorisée par une marque concurrente. Je vais pas la nommer parce que nous, on n'est pas des merdes. Et je crois que c'est sorti pendant un week-end de jours fériés prolongés. J'étais à Madrid et j'ai vu ça, mec. Et là, ça a été... Du coup, tu peux pas faire de droit de réponse, c'est hyper compliqué. Non, et du coup, on a un peu paniqué au départ. Normal. Et on savait pas trop quoi dire, mais on voulait rassurer les gens et ça a fait l'effet inverse. Et du coup, on s'est dit, on a fait les cons. Donc après, tu recrutes une agence de gestion de crise parce que c'est pas ton métier et que t'es nul, en fait, et que tu te fais assassiner. Puis là, faut dire ce qu'il y a, la communauté végane, ils sont féroces. Ils sont féroces. Et je comprends, parce qu'ils se sont sentis trahis. Mais on essaye de rétablir la vérité, de se dire, c'était pas fait exprès, en fait. On n'a pas voulu vous niquer, entre guillemets, tu vois. Et ça a été dur à entendre pour tout le monde. Et je pense qu'il y a plein de gens. Et le pire qui a rajouté une couche, c'est des mecs qui ont soi-disant trouvé du sucralose et de l'acésulfame K dans la protéine. On n'en a jamais utilisé. Même le labo avec qui on bosse n'en utilise pas en tant que matière première, donc c'est impossible. Et c'est là où on n'a pas compris. Et là, on se fait assassiner parce que les mecs se disent « Ah ouais !» Donc en plus, ils mettent du lactose et ils mettent des édulcorants artificiels, donc c'était double sauce. Donc on s'est fait défoncer et les mecs, ils s'y prenaient à cœur joie parce qu'ils se sont dit « Ça va faire des vues, ça fait du drame. » Et ça, c'est affreux parce que ces mecs, t'as envie, tu les regardes et tu fais « Pauvre mec, quoi. » Tu n'as même pas envie, on aurait pu attaquer tout le monde. Parce que, je te dis, on a trouvé donc qui avait payé pour faire de la pub là-dessus. Parce que t'es bien intentionné, tu fais une analyse, tu découvres ça. Au lieu de le placarder devant tout le monde, tu contactes la marque et tu dis, les gars, j'ai trouvé ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou quoi ? On aurait préféré, du coup, nous, on aurait réagi en interne, on aurait fait, parce que là, on a détruit des centaines de milliers d'euros pour ça. Obligé de tout jeter. Bien sûr, Et là, tu repars en travail de, OK, R&D, allez, il faut comprendre d'où ça vient. Si on ne comprend pas d'où ça vient, on ne peut pas se permettre que ça se représente. Donc, il faut changer quelques trucs. Et là, t'es, oh là là. Et ça a été un cauchemar. Et les gens ne se rendent pas compte. C'est d'une tristesse parce qu'ils ne voient pas vraiment tous les insights. Et c'est dur. Et tu vois, une autre... on a missionné plusieurs laboratoires là, d'analyse, pour faire analyser. Et là, on a mis une analyse en ligne pour montrer qu'il n'y avait pas de lait ou quoi que ce soit.
Et c'est trop chiant parce que c'est écrit lactose, il n'y en a pas, mais c'est écrit taux minimum, ils te mettent inférieur à 50 et ils te mettent que toi, t'en as du coup inférieur à 50. Ils te disent pas. Mais, ok. Et tu vois, moi, du coup, j'envoie un message au laboratoire et ils me disent non, mais on n'a pas détecté de lactose dans votre protéine, mais au niveau légal, on est obligé de dire que c'est en dessous de telle quantité parce Ok. que ça peut créer des allergies et machin. Ouais. Et du coup, les gens qui, du coup, ne sont pas éduqués sur la question, Ouais. ils vont voir ton analyse, ils disent mais il y a toujours du lactose dans votre prot. Putain, Et là, horrible. t'es. Une Et fois en que fait, la confiance elle est entachée, c'est ouais, du coup, c'est compliqué très de dur. la, C'est de la très dur. reprendre. Ouais. Peut-être pas rentrer dans le détail, mais en fait, toi, comment tu fais pour reprendre la confiance de tes. Même Bah, pas de tes t'essayes- clients, tu vois, de tes ambassadeurs, en fait, parce que c'est un peu ça. Tu leur racontes ce qui s'est réellement passé. Ouais. Et derrière, tu dis que tu vas mettre en place des analyses comme ça quand tu fais des Ok. productions pour montrer à tout le monde. Mais si les gens, du coup, misjudgent des analyses en disant « Oh, mais il y a comme du lactose Ouais. », t'es comme « Qu'est-ce que je peux faire ?» Tu vois, en fait, c'est très dur parce que je trouve que dans ce milieu, les gens pensent tout savoir. Ils pensent être des savants et mieux tout savoir que toi. Tu sais, souvent, t'as des mecs qui viennent te parler et disent « Ah, vous devriez faire comme ça, comme ça. » Mais gros, c'est gentil, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Tu penses qu'on n'y aurait pas déjà pensé si c'était possible? Et quand tu te fais agresser par vous avez mis des édulcorants, je le savais, de toute façon, machin, je l'ai senti direct. Tu fais, T'es menteur. C'est compliqué, ouais. ouais, bah en fait, tu te fais traiter de menteur, les gens se sentent trahis. Je comprends le sentiment de trahison, Ouais, mais bien sûr. gardez l'esprit ouvert. Et on vous donne tout, quoi. On vous montre au maximum, on fait ce qu'on peut. Et quand tu es dans une boîte comme ça, c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ne voient pas les humains qu'il y a derrière, comme je Ouais, disais, bien sûr. et ils t'assassinent fort. Et ils se rendent pas compte que... Parce que tu vois, il y a un mec qui s'est amusé à reprendre une vidéo de moi où je Mhm. m'étais fait interviewer chez Rob à Paris à l'époque, The Rob, Ah oui. le Black, qui avait fait une interview, il voulait qu'on parle de Sync. Mhm. Et je pense que je vais encore me faire défoncer parce que j'ai dit le Black. Je suis en train de Ah, réaliser, je me dis intéressant. putain, ça fait chier. Et Intéressant. ça, en fait, j'aime pas parce que Rob, il y a plusieurs mecs qui s'appellent Rob. Et j'ai Ouais. dit le Rob, tu sais, c'est de Rob, c'est Ouais. le Black, c'est mon pote, tu vois, il n'y a Ouais, pas pas de de problème. racisme. En fait, c'est Non, ça mais qui me ouais, saoule, c'est ça. il faut marcher sur des C'est hyper compliqué. Ouais. des coquilles d'œufs. Hier, C'est- j'ai sorti mon épisode sur les 6 mois, du coup, et Ouais. je dis en France qu'il y a un vrai dépaysement que je vais chercher à Bali, à la Martinique, à La Réunion. Et on m'a Ouais. dit, putain, mec, en fait, c'est pas un dépaysement parce qu'en fait, la Martinique et La Réunion, c'est des terres françaises, donc c'est la France, en fait. Et j'étais en mode, bah ouais, j'ai pas dit le contraire, mais juste, tu vas pas m'empêcher de dire que quand tu vas à La Réunion, ça ressemble pas à ce que Bah tu as oui. en tête en termes de France, quoi, tu vois. Bien sûr. Et c'est OK. Et bien sûr, mes frérots réunionnais, je vous aime, hein, vous êtes français, il n'y a pas de problème. Mais tu vois. black ou blanc, on s'en bat les couilles, tu vois. Exactement, Enfin, ouais, je suis moi, d'accord je pense avec qu'il toi. faudrait considérer les gens comme des individus. Ouais, Faut arrêter complètement. de couleur, bien sûr. machin. Enfin bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat, ouais. Et bref, on fait cette interview et moi, je dis tout ce que je t'ai dit. En gros, Ouais. on a monté cette marque pour telle raison. On n'a jamais été vegan nous-mêmes. Mhm. C'est juste que les vegans se sont appropriés notre marque parce Ouais, qu'ils bien kiffaient. sûr, ouais, bien sûr. Et du coup, le mec met cette citation dans sa vidéo Mhm. et il met regardez ce qu'il a dit, il a dérapé, il aurait pas dû dire ça. Bah si. J'ai jamais Mhm. mytho ou quoi que ce soit, je me suis pas fait passer pour un vegan. J'ai toujours Ouais. dit je suis pas vegan. On a Mhm. créé cette marque pour telle et telle raison. Ouais. Maintenant, t'en Problème fais ce que tu veux. d'utilisation, en l'occurrence, ouais, complètement. Et ça, Et ça, c'est vrai que c'est le premier truc que tu m'as dit quand on a bossé ensemble avec ma Feedbox. Ouais, C'est problème d'indigestion, donc on a créé notre marque, etc. quoi. c'est c'est ça. cool. Les Moi, gens ce vont que- chercher trop compliqué. Complètement. Ce que je me dis, c'est aussi que tu sais, c'est un peu le moment où tu passes d'une boîte un peu de copains, entre guillemets, Ouais. à une boîte un peu plus structurée, industrialisée, avec une agence qui gère ta crise, etc. Mm. C'est ouf de voir ça aussi, le backstage de tout ça. Bah après, tu passes à cette étape où tu deviens une corporation, Ouais. et c'est là où moi je m'y plaisais moins. C'est Ouais. aussi pour ça que je suis Je comprends, sorti une partie parce que je voulais du fun et j'aime bien le truc des startups en fait. Ouais, ouais, bien Et sûr. ça a été les périodes les plus fun, c'est quand on gagnait pas d'argent. C'est marrant. C'était Ouais, je suis pareil. dur parce que tu gagnes pas de thunes. Et pendant 3 ans, j'ai vécu sur le canapé de ma mère. Mais tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils connaissent pas tout ce backstory Mm. et tu te fais assassiner, que tu es considéré comme un Coca-Cola, Ouais. alors que tu restes une petite boîte Bien qui est sûr. là pour qui crée un truc de rien et que si c'était facile, tout le monde le ferait. Complètement. Et c'est hyper dur, les gens se rendent pas compte. Et quand tu te fais assassiner, que tu te prends des 1 étoile et que on s'était fait dénoncer à la police de la nutrition, la DGCCRF et tout, et ils se rendent pas compte du mal qu'ils sont en train de faire. Ouais, bien Après, sûr. ils se sentent trahis. Brisé, Et encore une fois, trahi, je c'est l'entends, normal. mais il faut qu'on discute, les gars. Ouais, C'est- c'est ça. On discute, c'est un bon point. Ce que je propose, Quentin, c'est de partir sur les fire questions, donc avec le plus de synthèse possible, parce que je pense qu'on va se faire virer du studio dans pas très longtemps. C'est déjà qu'on a bien gratté un petit peu plus que ce Quelle heure il est, là qu'on devait. Il est 17h26. Et ouais, ça s'est passé hyper vite. Donc ce que je te propose, c'est on enchaîne. Vas-y, C'est quoi ton système non négociable à toi, journalier, j'entends? c'est la douche froide le matin. Ouais. Dès que je me lève, premier truc, douche froide. Ok. Ça me calme en fait. Ça me calme.
c'est horrible, mais c'est la première dose d'inconfort. Ok. Moi, je trouve que c'est catégorisé comme ça. En tout cas, pour moi, parce que j'ai peut-être pas assez vécu l'inconfort dans ma vie. Je vais pas me plaindre, tu vois, j'ai eu une vie. Des blagues. Ouais, ça y est, c'est Ou- parti. Enfin, je viens d'un milieu modeste. Ouais. J'ai jamais été à la rue. Ouais. Mais du coup, pour moi, c'est une bonne manière de me mettre dans l'inconfort dès le matin. C'est la douche froide. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. Ok. Donc, pas de sport. Ah, mais je croyais que Tu tu parlais dans quoi Un peu ton système non négociable. Tu vois, tous les jours, tu vas retrouver toujours ces mêmes éléments. Ah, bah le sport, c'est pas tous les jours. Ok. Je m'entraîne pas 7 sur 7. Ok. Même si par passion, j'aimerais, il y a un moment où en fait, tu te dis que ça sert à rien et que c'est overproductif. Donc, douche froide tous les jours. Douche froide, moi je pense que c'est le truc qui est vraiment non négociable dans le sens où tu es vraiment 7 sur 7 et Ok. quel que soit le jour, tu vas le faire. Intéressant. Ça ressemble à quoi tes 2 premières heures de la journée? Alors c'est lever, douche froide, t'es prêt et ensuite je me mets de l'eau et des électrolytes tout de suite Ok. pour réhydrater le corps. Je vais faire un café généralement, tu sais, je sais qu'il y a tout ce truc avec l'adénosine d'attendre 1h30 après le café, mais moi ça n'a jamais fait de différence en fait. Du coup, Ouais, pareil. je prends le café assez vite le matin. Pré-workout, moi, direct. Ah ouais, si je peux, je me pose et je fais un peu de breathwork avec un petit peu de lecture potentiellement, mais je veux pas que ça aille trop loin parce qu'après, bah, quand ça atteint mon focus, ça me consomme de l'énergie mentale et après je serai moins efficace. Ok. Donc généralement c'est ça et en tout cas si tu comptes 2 heures, bah, j'aurais déjà au moins taffé 1 heure sur ça. Et c'est comme ça que je démarre parce que ma zone de deep flow, elle va être tout de suite au début au réveil. Ok. Et après, enfin, je faste. Déjà, je jeûne jusqu'à mon premier repas qui va être à midi, 13, 14 heures. Ça dépend des fois. Et c'est parce qu'une fois que j'ai mangé, c'est plus du tout le même state. Ouais, En pareil. fait, je vais Ok. commencer à planer, je vais être moins efficace. Et du coup, je la joue comme ça pour être efficace juste le matin, quoi. Tu dors principalement. combien d'heures par nuit? Optimalement, quand je suis dans une structure, je dors 8 heures. Et je fais gaffe à dormir 8 heures. Ouais. Pas juste être 8 heures dans mon lit, mais maximiser ça. Encore, j'ai toujours eu la chance de m'endormir extrêmement vite. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Ok. Et pour ça, c'est une espèce de non négociable parce que je le sens. Tu vois, ici, depuis que je suis là, je dors 6h30 et je le sens. Ouais, normal. C'est quoi la mauvaise habitude que tu as envie de supprimer? La procrastination, en fait, je dirais pas le scrolling, parce que je scrolle très peu, Mhm. mine de rien, mais c'est cette envie, le FOMO, d'aller sur Insta toutes les 5 minutes. Ouais. Ça. Ouais, ok. Parce que ça sert à rien. Et ça te coupe de ton flow. C'est quoi ton rapport au jeu, à l'amusement? Hell yeah, man. Ok. Moi, je suis vraiment... au contraire, je suis pas, comme je te disais, travailler 15 000 heures par nuit par jour. Mhm. Et c'est là où, quand je dis à mes potes, des fois, je vais m'acheter une PS5. Oh, mais t'es fou, ça va niquer ton job, machin. Bah non. Ok. En fait, moi, le soir, je déconnecte. Je débranche. C'est Netflix Trop ou bien. la Play. Mais je joue 1 ou 2 heures et c'est tout. Je vais pas tomber dans cette addiction de jouer toute la journée. Je joue que le soir. Ok. Trop bien. T'étais comment enfant? Turbulent. Ok. Turbulent. Comme aujourd'hui. Non, en fait, c'était compliqué parce que j'étais comme aujourd'hui, mais j'ai été bridé. Ok. C'est ça qui est chaud, c'est la société dans laquelle on vit. C'est très large et très moche de dire ça, en fait, mais Ouais. j'étais enfant très turbulent. J'étais très leader / tyran. Je me faisais souvent réprimander dans le sens où mes profs appelaient mes parents en disant « Ouais, Quentin, attention. » Et au final, je me faisais tellement réprimander qu'ils m'ont bridé. Ok. Et je me faisais punir et machin. Et j'étais pas le rigolo de la classe, hein. C'est juste que j'entraînais les gens avec moi. Et le problème, c'est que ça n'a pas plu aux profs. Et très vite, je me suis fait renfermer. Et dès que je suis arrivé au collège, tu passes d'être le plus grand en CM2 au plus petit en 6e. Et moi, j'ai grandi, esthétiquement parlant, très tard. Ok. Et je me suis fait bully, en fait, mes premières années au collège. Et j'ai perdu mon père, donc ça n'a pas aidé. Mais en fait, j'ai fait turbulent, machin, leader, entre guillemets. Et après, je suis allé dans l'introversion fort Ouais, ok. jusqu'à repartir à l'étranger, ce qui m'a remis dans l'extraversion et en fait, de qui je suis. Ok. On va sprinter sur les 3 dernières. C'est quoi ton meilleur dernier investissement à moins de 100 euros? À moins de 100 balles. Ouais, J'allais te dire un Kindle, mais je crois que c'est légèrement plus haut. c'est pas grave. Mais Kindle, c'est le top. Ça m'a Ok. changé la vie en termes de... Quand tu voyages, c'est bien, les gens me disent oh, j'aime bien les vrais livres. Moi aussi. Mais quand Ouais. tu voyages, les cartons de livres, Ouais, t'es j'avoue. cool, mec. Mais le Kindle, ça a été vraiment un game changer à ce prix-là, ouais. Intéressant. Tu préfères gagner ou tu détestes perdre? Je déteste perdre. Ok. Et ton idée contrarienne? Tu as une idée sur laquelle tu es sûr de toi et que c'est à contre-courant de la société? Ah, créer une appli from scratch, Ok. c'est Je débile. pense que... Ouais, ok. En termes de money court terme, c'est débile. Ok. Je sais que là, je fais une croix sur des potentiels revenus Hmm. pour focuser sur le long game. Mais je l'ai déjà fait avec Sync, donc je sais. Donc moi, ça me dérange pas de commit sur un projet 5-10 ans, Ok. parce que je l'ai déjà fait. Mais la plupart, enfin le coach lambda, il va tout de suite chercher rentabilité, légitime. Ok. Et moi, ça m'a saoulé. Et pourtant, je serais le premier à dire j'aimerais gagner plus, tu vois. Bah, bien sûr, ouais. Mais ce qui m'attire plus, c'est le développement d'un truc que personne fait. Donc, Que j'ai toujours eu suivre,
imposteur syndrome, encore une fois, de me dire j'ai envie de faire des trucs que personne fait. Ok. Même Donc si un je suis peu- pas encore un Elon Musk. Ouais, bientôt, t'inquiète. Donc en gros, suivre ton intuition et te dire peut-être que tu peux over-deliver par rapport à ce qu'il y a sur le marché, quoi. Ouais. Bah, ça a Trop cool. été par exemple la connerie que j'ai fait. Bah, c'est con, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps. Ouais. De switcher mon contenu en Ouais, anglais. c'est vrai, putain. C'était une question d'imposteur, encore une fois. Ok. Mais au final, je suis vite revenu parce que c'était une connerie. Intéressant. Et je suis parti sur des trucs à chaque fois où je me relançais dans des missions où j'ai pas le temps. Ouais. Et enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est que je réouvre des branches à chaque fois. Et c'est Ouais. là où tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de trucs. Et Ouais, là, c'est j'étais dans clair. une période où mon gut feeling me disait tu fais vraiment de la merde. Ouais, il J'étais faut- anxieux tout le temps. Et j'ai supprimé plein de trucs. Et ça va mieux aujourd'hui. Je comprends. J'ai fait exactement les mêmes chemins là sur les 6 derniers mois. Tu lances ta newsletter, tes machins, tes trucs, et en fait, bah, Ouais, fais déjà bien un truc, c'est et ça. après on verra, tu vois. C'est ça. Quentin, si on veut t'envoyer des messages d'amour, Ouais. où est-ce qu'on te contacte? Sur Insta, en vrai, hein. Ouais. J'ai pas les notifications sur Insta parce que sinon ça serait catastrophique, Ouais. même si je reçois pas 10 000 DM par Ouais, jour, mais mais c'est le fait de toujours. pouvoir aller sur Insta toutes les 2 minutes. Ouais, Mais @Quentin sur Insta, je réponds à tout le monde, sauf Ok. quand c'est vraiment des messages de merde. ok. Je fais genre j'ai pas vu, mais généralement j'aide tout le monde au maximum. Je reçois beaucoup de questions sur l'expatriation et ça me fait plaisir d'aider. Ok, Et quand trop les cool. gens sont passés à l'action d'ailleurs et qu'ils m'envoient une photo d'eux à Sydney ou je sais pas, c'est cool. Trop bien. Bah écoute, merci, c'était un plaisir. C'était un épisode Merci à toi, mec. qui est passé super vite. On Trop est parti vite. dans tous les sens. On aurait pu mais parler c'est 2 trop heures de bien. plus, mec. C'est clair. De ouf. Dégoûté. Prochaine fois, t'inquiète, on fera un épisode numéro 2, pas de souci. Merci beaucoup, chers auditeurs. C'était un plaisir de vous d'échanger encore cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, dans vos oreilles. Et puis voilà, envoyez des messages d'amour à Quentin, tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce que vous voulez. Bref, je vous embrasse. Passez une bonne semaine et puis on se dit à bientôt. C'était Let's go. Quentin Orlis. Peace. Let's go.